Monotuka. Merci. Bon, d'accord pour Mme Monotuka, secrétaire de séance. Merci. Merci. On vient de me montrer que M. Verneuil a donné, il est absent, il a donné procuration à Mme Vautour. Il l'a envoyé par mail. Oui. Eh bien, premier point, vote du procès-verbal, réunion du conseil municipal du 20 avril 2026. Qui est-ce qui vote pour? Oui, oui, M. Giovanni William, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Oui, j'ai des remarques parce que je constate que les observations qui ont été faites lors du dernier conseil municipal ne sont pas au procès-verbal. Les remarques du collègue Destin, de mémoire, qui avait parlé des concessions funéraires, ça ne figure pas au procès-verbal. Et deux de mes remarques concernant le règlement sur l'utilisation des véhicules. Et on a voté avec, il me semble, les remarques. Et ça ne figure pas au PV. Donc c'est savoir. Est-ce qu'on vote avec les modifications? Oui, les modifications étaient portées dans le règlement. Mais ce n'est pas dans le PV. Oui, on n'a pas mis que tu avais fait... Et M. Destin aussi avait fait une remarque et ça ne figure pas non plus au Conseil. D'accord. Avec la réponse de l'administration. OK. Merci. Bon ben, vous avez noté? Oui. OK. Tu peux passer au vote. Bon ben, on passe au vote pour la réunion du conseil municipal du 20 avril 2026. Qui est-ce qui vote pour? Qui vote contre? À l'unanimité? À l'unanimité, hein? Ouais, OK. C'est pas la peine. OK. On passe à l'autre point. Oui, on passe à point. Ouais. Point 2. Ah oui, ajoute le point de modification. Il y a un point supplémentaire de modification. Alors, il y aura un point supplémentaire qui concerne juste la modification de la désignation du représentant au parc naturel régional. OK? C'est simplement parce que un des élus a la double casquette Cap Nord et Ville. Il faut corriger ça. Oui, mais après, il faut que ça soit au procès-verbal. Hein. Oui, donc, collègues, j'étais désigné représentant de la ville au parc naturel régional. Cependant, lors du dernier conseil communautaire, je représente actuellement la communauté. Donc, nous changeons Madame Mylène Martelly étant ma suppléante devient la représentante de la ville au PNRM et Monsieur Nikita Cabra son suppléant. S'il n'y a pas d'objection, s'il n'y a pas de... Bon, ben, on va passer au vote. Qui vote pour? À l'humanité. OK. Merci. Bon, maintenant, point finance. Ben, je donne la parole à M. Lagier. Bien. Je vais présenter enfin en préambule le préambule du budget primitif de l'équipe qui nous a précédés. Donc, j'ai cette lourde charge puisque je suis adjoint délégué aux finances. En quelques mots, je ne serai pas long.
l'année 2026 débute dans une situation mondiale, vous l'avez, c'est votre truc compliqué, depuis cette situation de guerre qui peut déboucher éventuellement sur la troisième guerre mondiale. C'est ce qu'on n'espère pas. Les conséquences pour le pays sont terribles. Il y a l'inflation qui est déjà élevée, notamment depuis la guerre en Ukraine. Vient s'ajouter à cela l'augmentation des prix des droits d'entrée du détroit d'Ormuz et la situation que nous avons sur le territoire de la ville du Robert, voire même en Martinique et plus loin en métropole. Donc, toutes ces difficultés obligent la municipalité à avoir un budget contraint. L'ancienne municipalité avait décelé des critères de priorité qui sont dans le document dont nous avons transmis. Aujourd'hui, nous sommes en gestion. Nous prenons en compte ce qu'ils nous ont donné et laissé. Monsieur le DGS va faire une présentation du budget et le conseil municipal se gardera ou donnera son avis, votera pour ou contre ou s'abstiendra. Maintenant, il s'agit au DGS de donner des explications sur la présentation du budget monté par l'ancienne municipalité. Alors, monsieur le premier adjoint vous a brossé rapidement le contexte. Je vous précise un peu plus ce contexte. Alors, nous sommes tributaires de contraintes extérieures et puis nous avons aussi notre propre situation interne à la ville. Dans le contexte extérieur, il a parlé de le contexte international qui impacte la croissance et le prix de l'inflation. On l'a eu au début du mois d'avril, une réunion du préfet pour expliquer l'augmentation du prix de carburant. Et hier, il a fait la même réunion parce que cette hausse du prix du carburant continue et tout ça est dû à la guerre qu'il y a au Moyen-Orient. Donc, nous ne sommes pas hors du monde, nous sommes dans le monde et nous subissons. La ville a des véhicules comme tout le monde, la ville achète des choses, le prix du ciment, le prix, un certain nombre de... Parce qu'il n'y a pas que le carburant qui augmente avec la crise du pétrole. Il y a tout ce qu'on appelle les intrants dans la fabrication de produits. Donc, c'est répercuté et c'est plus cher. Donc, nous aussi, on subit ce qui s'appelle l'inflation. Nous avons aussi le contexte martiniquais, une situation économique dégradée selon l'INSEE en 2025 et des difficultés d'approvisionnement, également l'inflation qu'on a vue. Et puis, autre facteur externe, ce sont les décisions gouvernementales. Nous avons la décision de l'État depuis 2014, récurrente chaque année, de diminuer sur les dotations, notamment de la DGF. Pourquoi? Parce que l'État, d'abord, devait ramener son déficit à 3% pour respecter les critères de convergence de Maastricht. Maastricht, c'est une ville en Hollande, hein? C'est là qu'il y a eu l'accord. Et deuxièmement, le contexte de guerre, et ils ont besoin d'argent. Pas plus tard que ce matin, en réunion avec le directeur de France Travail, il nous expliquait que l'enveloppe que l'État avait prévue au départ pour les PEC, les CII, sera réduite parce qu'il y a cet effort de guerre qu'il faudra faire. Donc, décision gouvernementale. Nous avons autre décision gouvernementale, ce sont les décisions en faveur de la petite enfance, de la relance du métier de la petite enfance. Derrière ça, il faut comprendre que l'État cherche à faire en sorte que les gens fassent
des enfants puisque la population française vieillit. Ben, on avait eu ça en 1974 avec Giscard, ce qu'on a appelé femmes seules. Ils savaient très bien que les femmes n'étaient pas seules, on fait pas des enfants tout seuls. C'est un moyen de relancer la natalité. Et donc, en relançant, en donnant des primes pour tous ceux qui travaillent dans le secteur de la petite enfance, ça impacte les charges financières de la ville. Il n'y a pas que la crèche. J'ai dit petite enfance, ça veut dire que vous avez tous ceux qui sont dans les écoles. Donc, il a fallu distribuer des primes NBI, que ça s'appelait, nouvelle bonification indiciaire, à tout le monde. Nous avons aussi une décision gouvernementale de hausse de 3 points jusqu'en 2028 des charges patronales. Et ça a commencé depuis l'an dernier. Chaque année, ça augmente de 3 points, pas 3%, 3 points. Donc, les charges de personnel, je vous ai déjà donné 2 éléments qui montrent que les charges de personnel augmentent. La NBI, décision gouvernementale, et les charges patronales. 3 points, c'est-à-dire que l'an dernier, on a augmenté de 3 points, cette année 3 points. Donc, on est déjà à 6 points sur 2 ans. Autre décision gouvernementale, c'est l'obligation pour les employeurs de participer à la complémentaire prévoyance des agents, à leur mutuelle. Au Robert, les instances, et ça a été validé par le conseil municipal avant vous, ont validé 18 € par agent. C'est une décision et une obligation gouvernementale. Avant ça, en 2025, ils avaient demandé aux communes de participer à la complémentaire santé. C'est-à-dire que pendant que l'État retire ses billes, il impose des dépenses aux collectivités. Nous avons une autre décision gouvernementale que vous connaissez, c'est la taxe carbone. Nous avons reçu des lettres d'un certain nombre de fournisseurs qui nous disent nous sommes obligés d'augmenter nos prix parce que le ciment qu'on achète pour fabriquer le béton, eh bien, il a augmenté de 7%, taxe carbone. On a eu d'autres fournisseurs pareils. Donc, nous sommes tributaires de ces décisions gouvernementales. Et puis, une dernière décision gouvernementale que je vais vous donner, c'est la baisse de participation de l'État au financement des emplois aidés. Les contrats CIU, les contrats PEC. Avant, c'était 2 ans, renouvelables, et puis une participation à 65%. Non seulement ils ont réduit sur la durée, c'est 6 mois non renouvelables, mais c'est 43% de participation. Donc, vous imaginez la conséquence. Vous prenez quelqu'un en contrat PEC, 6 mois après, vous perdez l'aide de l'État, mais vous avez la personne là. Donc, vous êtes obligé de faire un contrat ville pour cette personne. Charge de personnel augmente. Et puis, il y a les contraintes d'autres propres à la gestion de la ville, c'est-à-dire qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et qui ont impacté le budget de la ville. Donc, on a aujourd'hui des charges de personnel qui sont à quasiment 76% du budget de fonctionnement. Donc, quand vous avez fini de payer le personnel, vous avez du mal à avoir de la trésorerie pour payer vos fournisseurs et pour continuer à travailler convenablement et à investir. Nous avons ouvert une situation particulière et nous sommes souvent sous la sellette à cause de cela, c'est la gestion des sargasses. Les personnes à qui on fait appel pour l'enlèvement des sargasses ne sont pas des philanthropes. Ce sont des entreprises et c'est le plus souvent 2000, 2500 €, voire 3000 € la journée de location d'une pelle. Et quand il y a camion aussi, or, on a beaucoup d'endroits qui sont impactés par les sargasses. Donc, on n'a pas le matériel à nous tout seuls, même si Cap Nord nous passe un camion et une pelle
bas coût, c'est pas suffisant, on est obligé de louer. Ceux qui habitent Pointe-Fort, ils doivent savoir qu'il y avait une pelle qui travaillait régulièrement du côté de chez Madame Larotte pour enlever les sargasses. Ceux qui habitent Fouachot savent qu'on avait une pelle qui travaillait du côté de chez l'ancien maire, M. de Lépine, pour enlever les sargasses. Mais on paye tout ça. Mais nous-mêmes, notre personnel qui travaille, on a 3 bateaux. Donc c'est de l'essence, c'est des réparations, c'est de l'entretien. Et puis tout le matériel, on a une pelle d'ombre sur le fond de mer, en dehors de l'essence. Mais il faut nettoyer le matériel avec de l'eau. Donc votre consommation d'eau augmente, votre consommation de carburant augmente. Donc ce sont des situations propres à la ville qui impactent le budget. Et j'attire votre attention, quand bien même que des partenaires nous disent qu'ils vont nous aider, quand on leur envoie l'état de dépenses, ils tardent à nous verser la quote-part qu'ils nous ont promise. Ce qui veut dire que la ville tourne sur son poids à payer sans ressources. Ça impacte la trésorerie, puisqu'on a fait la dépense, on paye. Nous avons également, autre situation propre à la ville, la situation de la caisse des écoles. La caisse des écoles qui nous demande de l'aider à continuer à fonctionner convenablement et on a dû augmenter cette année au budget de 240 000 euros la subvention que la ville leur allouait qui était de 3 756 000 euros. On est passé à 4 millions. L'OMCLR aussi demande de l'aide. Et puis, il y a eu les 40% en négociation avec des syndicats qui ont demandé de verser 40% aux gens qui ont plus de 60 ans. C'est une mesure sociale pour leur permettre d'avoir une retraite un peu meilleure, mais ça impacte l'enveloppe budgétaire de la ville, des charges de personnel, dans un contexte où, comme je vous l'explique, on n'a pas de recettes qui augmentent, on n'a que des dépenses qui augmentent. Alors, je vous ai déjà parlé des contrats PEC qui arrivent à échéance et qui sont obligés de passer en contrat ville. Donc, la ville paye plein pot, la ville paye la subvention d'aide et elle devra payer plein pot puisque ce sont des gens qui travaillent et dont on a besoin. Tout cela conduit la ville à une situation très difficile, mais vraiment très difficile, et on n'a pas de marge d'autofinancement. Quand vous finissez l'année, ce que vous dégagez quand vous faites recettes moins dépenses n'est pas grand-chose. Et ça ne rassure pas les partenaires comme les banques. Donc, quand vous venez demander à une banque, c'est comme vous, hein, quand vous allez faire un prêt, la banque regarde votre situation, toutes les charges que vous avez, et puis à la fin, vous dit, mais non, mais si on vous donne un prêt, vous aurez du mal à me rembourser. C'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement de la ville, qui est faible. Donc, là aussi, nous devons retrouver de la marge, comme l'a dit Monsieur le Premier adjoint, pour retrouver la confiance des fournisseurs et des banques. Cependant, il y a beaucoup à faire. Il faut répondre aux besoins déjà existants et d'autre part, honorer les engagements de la ville auprès de ses partenaires et fournisseurs. La vie continue. Les choses sont difficiles, voire très difficiles, mais il faut continuer quand même à répondre. Et c'est pour ça que pour cela, il faudra définir des critères, des priorités. Cependant, avec l'ancienne équipe lors des orientations budgétaires, 14 axes d'intervention avaient été identifiés. Vous les avez à la page 4 du préambule. Je ne sais pas si je dois toutes les lire, les lire tous pour vous. Je vais vous donner au moins les intitulés pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Le premier axe qui avait été identifié, c'est poursuivre la dématérialisation des services. L'objectif, c'est d'avoir moins de papier et faciliter le travail des agents.
Ça a déjà commencé dans la collectivité. Parfois, c'est même une obligation parce que l'État nous dit de ne pas lui envoyer des documents papier. Par exemple, le budget de ce soir, une fois voté, c'est de manière dématérialisée que l'État nous demande de le leur envoyer. Le deuxième axe, c'est poursuivre les travaux de réhabilitation de bâtiments et de mise en conformité des locaux d'accueil des services. Il y a beaucoup de bâtiments que la ville a achetés, mais qui sont dans un état délabré et qu'il faudra réhabiliter au fur et à mesure. On en a cité un certain nombre là. Troisième axe, poursuivre les travaux dans les écoles et les dotations financières et en matériel. On a 2500 enfants environ sur le territoire, à l'école, dans des établissements scolaires. Combien même des écoles ont été déjà construites et qu'il y a eu des efforts pour refaire les toitures, il nous reste encore des interventions à faire dans les écoles. Donc, il faudra les faire. Et, par exemple, la caisse des écoles qui doit renouveler son matériel, la ville avait pris en charge avec des subventions le changement d'un certain nombre de matériel de cuisine, c'est-à-dire les grandes marmites et autres. Bien entendu, on en a parlé en quatrième axe, la lutte contre les sargasses. Il faut acheter des filets, il faut toujours intervenir, il faut payer les locations de matériel. Cinquième axe, le confortement et la sécurisation des routes communales. J'ai fait une visite avec monsieur le maire pour lui montrer au moins 3 endroits qui, si la route vient à couper, les gens sont enclavés. Je ne sais même pas si les hélicoptères pourront les récupérer. Donc, il y a des travaux à faire pour sécuriser les routes communales. On a une autre problématique. Il faudrait interdire que les gens meurent sur le territoire, parce qu'il n'y a pas de place dans les cimetières. Donc, face à cela, 2 solutions. Construire des caveaux communs et parfois faire des exhumations, parce que l'ossuaire qu'on a est déjà rempli aussi. L'an dernier, on a construit un caveau de 60 places au cimetière de Mansarde, mais il faudra cette année voir si on peut construire un autre caveau. Mais déjà, on a ces jours-ci un devis pour faire des exhumations au Vert-Pré et dans les cimetières du Bourg. Donc, problématique de place dans le cimetière pour enterrer les gens. Autre axe, 7e axe, du matériel pour les services et l'aménagement des locaux. Nous subissons les sargasses, les climatiseurs tombent en panne. Il nous faut des bureaux pour la police. Il nous faut des véhicules. Le compacteur qu'on avait est tombé en panne, même si on a trouvé une solution provisoire, mais il faudra envisager l'achat d'un compacteur, etc. Des ordinateurs, du mobilier, travaux d'aménagement de locaux, etc. 9e axe, réorganisation des services. Monsieur le maire l'a annoncé ce matin en réunion avec les cadres qu'il y aura un audit organisationnel. 10e axe, rénovation des équipements sportifs. Donc, nous avons un certain nombre d'équipements sportifs à rénover. Il y a un point à l'ordre du jour après le vote du budget qui concerne les terrains de tennis de Cité-Lacroix. Le parcours santé, l'an dernier, on a eu beaucoup de pannes, beaucoup de délestage. Donc, à un moment, il faudra investir pour changer les lampadaires. Et aujourd'hui, c'est du LED et ça coûte cher. Le stade Léon-Duchamp, le dossier technique était prêt. On n'a pas pu, toujours pour des problèmes budgétaires, démarrer l'opération. Il faudrait à un moment
trouver une solution pour couvrir les gradins du stade Georges Spitz, etc. 11e axe, organisation des manifestations culturelles et animation dans la ville. Donc, il faudra bien cibler quelle manifestation la ville fait. Elle ne peut pas répondre à toutes les manifestations, à toutes les demandes. Et l'orientation qui avait été prise, c'était de faire appel à des partenaires, de manière à diminuer le coût de ces manifestations-là. Bon, il y a quelques manifestations connues, comme le carnaval des écoles, comme la fête du Verpré, comme la fête patronale du Beau. Donc, mais il y a parfois d'autres qui viennent, et si on peut trouver des partenaires pour l'ensemble des manifestations, c'est bien. 12e axe, réhabilitation des locaux associatifs. On a la toiture du local associatif de Cancambou. On a le local associatif de rénovation. On a le local associatif de Monéo. On a le local associatif de Cité-Lacroix, là où il y a plusieurs associations. Le siège de Las Palmas mérite qu'on s'en occupe pour voir quelle solution trouver. 13e axe, travaux de lutte contre les catastrophes naturelles. Au lieu de la Hubert, il y a 3 ouvrages de soutènement. On a parfois des blocs rocheux. Ceux qui vont à Duchesne, par exemple, vous avez de très gros blocs rocheux et il nous est arrivé de voir des blocs se décrocher. Et ça nous est arrivé aussi à Monéo. Et il faut sécuriser ces blocs rocheux parce que c'est des gens qui habitent en dessous. C'était avec la société Canessa qu'on a fait ces interventions-là. Et puis, on a la lutte contre les inondations, notamment à Mansarde. Dès qu'il pleut, à l'entrée, il faut, en face d'Almazie, l'entrée qui est en face là, il faut qu'on canalise les eaux à Mansarde. 14e axe, opération en partenariat avec des organismes. Alors la ville doit à un certain nombre d'organismes qui ont travaillé avec elle, qui ont acheté des logements ou des terrains pour elle, comme le PFL, l'établissement public foncier local. Donc il faut les rembourser. Il y a la hiérarchie de Rinoir, c'est-à-dire tous ceux qui habitaient au lieu dit Aulnay-sous-Bois. Vous êtes des Robertins, vous savez où est-ce qu'on appelle Aulnay-sous-Bois. Ces gens-là ont été déplacés et il y en a qui ont été relogés à Pointe-Royale. Mais dans la même opération, il y a ceux de Rinoir, notamment, qui habitaient en face de la Casa Loulou. Donc, il faut clôturer l'opération et il y a une maison à démolir là. Et ce qui est prévu, c'est de revégétaliser le site. Sauf que il y a quelques petits problèmes entre la famille. Même si le monsieur est décédé, vous avez des gens qui refusent que l'entreprise travaille. Mais c'est Cap Nord qui fait cette opération-là pour la ville. Et la ville devra rembourser à Cap Nord. Cap Nord est maître d'ouvrage délégué. Le SMEM, vous avez vu il y a peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans, tous les lampadaires de la ville ont été changés pour avoir de l'éclairage en LED. Ça a été fait avec le SMEM. Mais la ville doit rembourser au SMEM sa quote-part de participation. Et puis on en a déjà parlé, l'augmentation de la subvention à la caisse des écoles. Alors, compte tenu de tout ce qu'il y a à faire, et compte tenu des moyens qui sont archi maigres, il faut définir des priorités. Alors, à la page 3, la ville avait arrêté des priorités. Vous avez d'abord le risque
de perte de subvention. Donc, quand on vous accorde une subvention, vous avez un délai pour consommer cette subvention-là. Enfin, pour réaliser l'opération. Pas pour consommer la subvention, puisqu'on ne vous la verse pas. Vous réalisez l'opération, vous payez et on vous verse la quote-part qu'on vous a promise. 2. Les engagements pris en fonctionnement, tant en fonctionnement qu'en investissement, avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, et puis les restes à réaliser pour les investissements, puisque une opération est terminée, vous n'avez pas fini de payer, prioritairement, vous inscrivez ces dépenses-là de manière à payer ces dépenses-là. Et de manière aussi, une fois que vous avez payé, que vous puissiez encaisser les recettes qu'on vous a promises. Troisièmement, on en a déjà parlé, l'augmentation de la subvention à la caisse des écoles, c'est prévu au budget. Quatrièmement, la réduction du tout papier, on en a parlé avec la dématérialisation. Cinquièmement, les opérations urgentes pour répondre au manque de place dans les cimetières, on en a parlé. Sixième critère de priorité, la lutte contre l'enclavement dans les quartiers et les catastrophes naturelles, on en a parlé aussi. Septième priorité, les réparations des fuites en toiture, notamment pour 2 écoles, Émile Capgras et Édouard de Lépine. Pas toute l'école, hein. Une aile pour chacune des écoles. Et puis, 8e critère de priorité, le remboursement aux organismes, on vient d'en parler, partenaires PFL Cap Nord même. 9e critère de priorité, donner des conditions de travail correctes aux agents, matériels et locaux. Et 10e, la lutte contre les échouements de sargasses. Donc, voilà les priorités. Et à la page 6, il vous est proposé une liste d'opérations qui devraient commencer prioritairement. Alors, parfois, c'est parce qu'il y en a qui ont déjà démarré qu'il faut finir. Et puis, avec toutes les contraintes qu'on vous a dit de subvention, de risque de perte de subvention. Donc, la feuille de route, c'est Monsieur le maire qui va la définir, mais vous aurez compris qu'il y a impérativement l'obligation de diminuer sous les charges de personnel pour retrouver de la marge et d'essayer de contenir toutes les autres dépenses autant que faire se peut. Par conséquent, l'objectif de la municipalité sur ce budget serait d'apurer les impayés de la ville, parce que la ville a beaucoup d'impayés. On a beaucoup de fournisseurs qui nous relancent, on leur doit. Donc il faut apurer ça au fur et à mesure, redresser par là même la trajectoire financière de la ville, et dégager une épargne permettant d'investir en retrouvant la confiance des banques. Une fois ces explications données sur le contexte d'élaboration du budget, je peux vous dire, vous donner lecture des montants concernant les principaux chapitres du budget. Alors, c'est à la page 7. Vous avez les charges de personnel, pour les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général. Alors, charges à caractère général, ça signifie eau, électricité, formation, réparation, l'achat de fournitures, de voirie, vous savez, en OB, béton, malaxé, etc. Tout ce qui permet un fonctionnement de la ville. Donc, ça c'est dans les charges à caractère général. Si vous payez un avocat, etc. Et les assurances, etc. Donc, il vous est proposé un montant de 3 616 700 euros
Les charges de personnel, on en a parlé, et compte tenu d'un nombre de départs à la retraite qui ne seront pas remplacés, sauf besoin exceptionnel si on ne trouve pas un moyen de remplacer la personne parce qu'on n'a pas la compétence du tout en interne. Mais les charges de personnel sont prévues à hauteur de 31 286 460 euros. Pour votre explication complète, aujourd'hui, enfin le dernier mois, c'était 2 504 000 euros à peu près de charges de personnel de la ville. Vous multipliez ça à peu près par 12, vous voyez quel montant vous obtenez. 2 504 000 euros par mois. C'est pour ça que ça fait 76%. Et à ce montant-là, vous ajoutez 450 000 euros de subvention à la caisse des écoles. Les atténuations de produits. Vous savez, il y a des dégrèvements de taxes d'habitation pour les logements vacants. Mais l'État qui possède à cela estime que ça leur fait une charge de travail qu'il faut rémunérer. Donc, quand ils font ce calcul-là, donc on prévoit 60 000 euros. Il y a, je vous ai dit, à un moment, il y a eu une réforme de la taxe professionnelle et lors de la réforme, l'État a trouvé qu'il y avait des gens, des collectivités qui étaient gagnantes dans la réforme et puis il y en a qui étaient perdantes. Nous, selon leurs calculs, on était gagnants. Donc, ils ont calculé que chaque année, il nous faut rembourser 464 143 euros. Et puis, pour les logements sociaux, j'oublie le nom de la ministre qui avait institué ça, c'est la loi SRU, c'est Duflo, je ne me rappelle plus, je ne veux pas dire de bêtises, et qui estime qu'on doit avoir sur le territoire un quota de logements sociaux de 25%. Tant qu'on ne les a pas, ils nous font payer une amende. Donc, on prévoit 90 000 euros. Ce qui fait que pour ce chapitre-là, on aura 1 042 362 euros. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'en juillet 2023, l'État s'était trompé, nous avait versé 428 219 euros en trop et qui nous ont demandé de rembourser. Tout le monde fait des erreurs. Les amortissements et provisions. Bon, vous connaissez le principe des amortissements. En fonction du bien que vous achetez, vous prévoyez son amortissement soit sur 10 ans, sur 5 ans, etc. Donc, vous prenez la valeur du bien que vous divisez par le nombre d'années et ça vous donne un montant que vous prévoyez au budget en amortissement. Et puis, la ville vient de perdre un procès face à un agriculteur. Alors, elle a perdu parce que l'avocat a déposé le mémoire en défense de la ville après la date du procès. Et donc, la ville fait appel. Mais il faut provisionner cette somme puisqu'on a eu la décision de justice. Donc, c'est 264 900 euros. Donc, on provisionne cette somme. Et c'est pour ça qu'on a les amortissements plus les 264 900 euros, 1 487 550,32 euros d'amortissement. Les autres charges de gestion, autre chapitre, il s'agit principalement de la subvention au STIS, on ne dit plus 10, mais STIS, Service territorial d'incendie et de secours. On a également les subventions des associations, on a la subvention à la caisse des écoles, on en a déjà parlé, la subvention du CCAS, et puis les indemnités des élus. C'est dans ce chapitre-là que tout ça est prévu. Donc, le montant, c'est 6 161 956,58 euros de prévu. Les charges financières, ça c'est les intérêts de la dette
quand vous faites un emprunt, vous remboursez les emprunts en fonctionnement. Le capital de la dette, vous le remboursez en investissement, mais les emprunts sont en fonctionnement. Donc, c'est 195 787,31 €. Et puis, les charges exceptionnelles, nous adressons des titres au Trésor et parfois, ils ont du mal à recouvrer le montant. Je vous donne un exemple. Vous avez loué un bien à M. X, vous faites un titre de recette que vous envoyez au percepteur, il le prend en compte, et M. X ne paye pas. C'est de la compétence et du devoir du comptable public de récupérer cette somme. Sauf que parfois, ils vous disent, après toutes les démarches faites, etc., nous n'avons pas réussi. Donc, il faut annuler, ils nous demandent d'annuler le titre de recette. Donc, on a prévu 30 000 € pour cela. Et puis, une règle d'élaboration budgétaire qui veut qu'on prévoit une somme en dépenses de fonctionnement qu'on va virer en recette d'investissement. Donc, ça s'appelle le virement à la section d'investissement et qui est très importante parce que c'est en lien avec le remboursement des emprunts. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Plus vous faites des emprunts et que vous avez le capital à rembourser, bien entendu, plus le montant du virement va augmenter parce qu'il faut que ça couvre le remboursement du capital de l'emprunt. Donc, on a prévu 1 031 604,58 € pour ce virement. Les recettes de fonctionnement. Alors, il y a une obligation. Quand vous faites un budget, vous devez reprendre obligatoirement le résultat de l'année écoulée au budget. Alors, si vous ne le faites pas au budget primitif, vous le faites en cours d'année après avoir voté à l'époque on appelait ça le compte administratif, mais aujourd'hui c'est le CFU. Je vous l'ai déjà expliqué. Et donc, c'est une obligation. Alors, si le résultat de l'exercice écoulé, vous avez un déficit, ça devient une dépense pour vous au budget de l'année d'après. Parce que vous avez obligation de couvrir ce déficit. Si c'est un excédent, tant mieux, alléluia, ça vous aide. Ça devient une recette. Alors, nous avons pour habitude de reprendre par anticipation du vote du CFU, enfin du compte administratif à l'époque, le résultat. Parce que quand on est en concordance avec la comptabilité du comptable, on connaît le résultat, même si on n'a pas encore voté le CFU, on peut prendre par anticipation ce résultat-là. Et ce résultat, on prend une partie pour garder en réserve, en recette de la section de fonctionnement, et l'autre partie, on l'affecte en recette, quand il est positif, de la recette d'investissement. Donc, le résultat de l'exercice écoulé, le résultat de clôture. Alors, il faut que je vous explique aussi le résultat de clôture. Il y a le résultat d'exercice qui est ce que vous avez dépensé moins les recettes que vous avez encaissées, résultat d'exercice. Mais comme chaque année, je viens de vous dire, vous mettez une somme de côté en recette, vous ajoutez ce résultat-là que vous avez à la somme que vous avez mise de côté, et ça s'appelle le résultat de clôture. Et ce résultat de clôture que vous affectez. Donc, le résultat de clôture de l'exercice 2025 de la section de fonctionnement en concordance avec celui du comptable public et de Trinité est de 2 854 776,39 €. Nous proposons d'affecter 2 726 584,78 € en recettes de fonctionnement au compte 002 et 128 191,71 € en recettes d'investissement. Alors, il faut savoir que l'an prochain, quand le budget sera fait, les 2 726 000 €
on va les retrouver pour ajouter au résultat recettes moins dépenses de l'exercice écoulé. Puisque ce compte-là ne donne pas lieu à dépenses ni à sortie d'argent. C'est une règle. Par contre, les 128 191 €, oui, donnent lieu à consommation effective au budget. Les atténuations de charges, ce sont les remboursements de la sécurité sociale sous les absences, les congés de maladie et autres. 600 000 € de prévus. La reprise des opérations d'ordre, alors ce sont les travaux en régie. Vous retrouvez 1 million qu'on a prévu de travaux en régie, ça veut dire fait par nos propres moyens, nos agents. Et ça devient, alors, une opération d'ordre, ça veut dire que c'est une opération, là aussi, qui ne donne pas lieu à décaissement ni encaissement. Donc, vous retrouvez cette opération-là en recette de fonctionnement, mais vous allez la retrouver en dépenses d'investissement. Les produits du domaine, c'est ce que nous vendons régulièrement, les activités de la crèche, les activités du gymnase, de la piscine, les locations au bord de mer, des droits de place, etc. Donc, 191 000 € sont prévus. Les autres produits de gestion, donc c'est dans ce chapitre que l'on retrouve les recettes des impôts et taxes, l'octroi de mer, la taxe sur les carburants et le fonds de péréquation des taxes communales et intercommunales. Alors, s'agissant des impôts, vous l'aurez compris, la municipalité n'a pas touché au taux. Les services de la DRFIP nous ont envoyé le montant des bases qu'ils ont calculé, c'est-à-dire le montant et ce qui vous donne un produit estimé de 12 649 560 €. Donc vous aurez à voter dans le budget ces taux-là. 56,17% pour la taxe foncière sur le bâti. Contrairement à ce qu'on croit, c'est 56,17%, c'est le regroupement de deux taxes. La taxe communale qui était de 36,68 et puis avec la réforme de l'État qui a supprimé la part de la CTM et qui la reverse à la commune, on ajoute le taux et ça donne 56,17. C'est pas la ville qui a augmenté son taux de... Et ça, c'est une opération entre guillemets neutre pour l'administrer puisqu'elle payait cette taxe-là à la CTM. Le foncier non bâti, 28,02%, et la taxe d'habitation, 23,67%. À ces montants-là, il faut ajouter ce qu'on appelle les exonérations. L'État rembourse à la ville des exonérations de taxes, quand ils font des exonérations. Et puis, quand ils ont fait la réforme aussi, ils ont calculé un coefficient de péréquation pour la ville. Et c'est tous ces montants-là qu'on ajoute, mais ils ne sont pas imputés au même endroit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis dans le budget au même endroit. Là où vous mettez la recette d'imposition, c'est le 7311 par exemple, l'article, mais les autres, il y a un article dédié pour chaque type de ces recettes-là dont je vous ai parlé. L'octroi de mer qui nous a été notifié par la préfecture, c'est leur estimation qu'on reprend, 16 069 248. La taxe sur le carburant, là, ce n'est pas estimé, mais nous, on regarde la tendance sur les 3 premiers mois,
c'est la taxe sur le carburant, c'est ce qu'on paye quand on fait de l'essence. Il y a une partie qui est reversée à la ville, mais pour nous, ça tourne entre 80 000 à 95 000, à peu près. Donc, on a estimé à 1 100 000 par rapport à ce qu'on a encaissé l'an dernier. Et puis, la taxe sur les déchets stockés, parce que le SMDVD est sur le territoire du Robert, et ils doivent reverser une redevance à la ville pour les déchets traités. Donc, ça avait fait 134 000 euros l'an dernier. Ils ne nous l'ont pas encore versé. On remet le même montant, on porte à 268 000 euros. Mais la particularité de cette taxe, c'est que c'est au tonnage. C'est que c'est eux qui doivent nous donner le tonnage pour calculer la taxe. Et parfois, ils ne le font pas. Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, c'est une somme que l'État verse avec la réforme des communes et intercommunalités, puisqu'on prend sur les intercommunalités pour donner aux communes ou à la région, etc. Donc, il y a une somme, une enveloppe à répartir entre toutes ces personnes. Donc, on a prévu 409 000 euros en 2026. L'attribution de compensation versée par Cap Nord, 853 132 euros. Alors, depuis la réforme, la création de Cap Nord et son passage en communauté d'agglomération, puisqu'avant c'était communauté de communes, ils sont passés en communauté d'agglomération. Et la particularité, c'est que la compétence économique, c'est eux. Le fait d'être communauté d'agglomération. Donc, nous qui avions toutes nos entreprises là sur le territoire et qui payaient un impôt pour les activités de ces entreprises-là, ce montant-là, c'est Cap Nord qui perçoit. Cet impôt-là, c'est Cap Nord qui perçoit cet impôt-là. Et nous reverse, quand on a fait la différence entre les charges qui sont censées avoir récupérées et les recettes encaissées, ils nous reversent 853 132 euros. Avant, c'était 1 035 000 de mémoire, avant qu'ils ne prennent la compétence tourisme. Et quand ils ont pris la compétence tourisme, c'est tombé à 853 132 euros, qui doivent nous verser chaque année. Mais c'est la croix à la bannière pour l'avoir. À la date d'aujourd'hui, ils n'ont pas versé celui du mois. C'est divisé en 12, 71 000 et quelques euros. On n'a pas encore perçu celui du mois dernier. Au total, pour le chapitre, ce sont 31 996 120 euros que nous prévoyons. Pour ce chapitre-là, les autres produits de gestion. Les dotations et participations, donc la dotation forfaitaire et la dotation d'aménagement, les deux constituent la dotation globale de fonctionnement. C'est le G qui est important quand on regroupe les deux. La dotation de groupement de communes, les remboursements des emplois aidés, les contrats PEC dont je vous parlais, etc. L'octroi, la DGF, et puis les exonérations des impôts dont je vous parlais. Donc, au total, 8 269 716,21 euros pour ce chapitre, dotation et participation. Les autres produits de gestion courante, ce sont principalement les locations d'immeubles de la ville. La ville a vendu en location-vente des logements sociaux, enfin des terrains ou bien des logements sociaux. La ville loue des terrains à des agriculteurs, par exemple, ou bien des logements à des gens, et ces gens-là doivent payer. Pareil, entre ce que vous voyez et qui est susceptible d'être rentré et ce qui rentre, c'est pas toujours la même somme. Donc, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'encaisser, on prévoit 68 000 euros. Mais le percepteur est chargé de recouvrir tous les impayés. Les produits financiers, donc on a un compte
à la caisse d'épargne quand on avait fait un prêt une année et qui nous rapporte des intérêts, on prévoit 1 000 euros. Voilà pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement. Les dépenses d'investissement maintenant. Les travaux en régie, je vous en ai parlé. Tout ce que les services font, ça devient une recette de fonctionnement, mais une dépense en fonctionnement, opération d'ordre, rappelez-vous. Les remboursements d'emprunts, je vous ai dit que le capital du remboursement des emprunts est prévu en dépenses d'investissement. Donc, 874 776,82 euros sont prévus. Les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire notamment les dépenses pour les bureaux d'études, qui ne sont pas suivies de réalisation de travaux. Si c'est des études préalables à des travaux, ce n'est pas là que c'est imputé. C'est imputé là où on fait les travaux. Donc, et puis la révision du PLU, donc 152 873,30 euros. Les immobilisations corporelles en sus des frais d'acquisition et d'amélioration du réseau électrique. Ce chapitre regroupe tout ce qui concerne les achats pour améliorer les conditions de travail du personnel. Donc, on peut citer les dépenses d'aménagement de bureaux, le matériel informatique, les climatiseurs, le mobilier, les engins, véhicules et divers autres matériels. Donc, on a prévu 4 816 649,76 euros pour le chapitre. Les immobilisations en cours, 2 articles retracent les grosses opérations d'aménagement. En général, ce sont des dépenses qu'on retrouve sur plusieurs années, qu'on ne boucle pas en une année. Et à savoir les aménagements de terrain et les constructions. Nous avons prévu 3 279 255,35 euros qui, de mémoire, enfin vous l'avez le détail dans le budget, concerne la médiathèque, si on reprend une partie des travaux, et les ateliers des services techniques, si on commençait une tranche. Les remboursements à l'EPFL, je vous en ai parlé, 365 000 euros déjà. On leur doit beaucoup plus, mais c'est au fur et à mesure, on a leur accord pour ça. Et puis, il y a Cap Nord, 100 000 euros. Et donc, nous atteignons un montant prévisionnel de 465 000 euros pour ce chapitre. Voilà pour les principales dépenses d'investissement. Les recettes d'investissement, comme pour le résultat en fonctionnement de l'année écoulée, on prend en compte le résultat de la section d'investissement de l'année écoulée. Donc, ça s'appelle le solde d'investissement reporté. Pareil, si c'est une dépense, si c'est négatif, si c'est en déficit, ça devient une dépense à inscrire. Si c'est positif, c'est une recette. Alors, il se trouve que quand on fait, vous avez la page derrière, on va expliquer. Quand vous faites recette moins dépense, c'est négatif. Mais quand vous prenez ce que vous aviez mis de côté, qui fait le cumulé, il devient positif à 1 525 588,19. Donc, ça devient une recette qu'on reprend en recette d'investissement. Le virement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui doit couvrir le remboursement des emprunts, du capital de l'emprunt, 1 031 604. Je vous ai dit que ça ne donne pas lieu à des sorties ni encaissements. Les amortissements de biens immatériels et les provisions, on en a déjà parlé puisque je vous ai parlé de l'affaire avec l'agriculteur. Donc on reprend ce montant-là en recette d'investissement. C'était une dépense en fonctionnement, ça devient une recette en investissement. Les dotations et fonds divers. Donc on a le FCTVA, les dépenses faites sous les 2 dernières années, nous sont remboursées à 16,80%. Donc, c'est l'État qui fait son calcul et qui nous envoie le montant. La taxe d'aménagement, qui est fonction du nombre de permis de construire délivrés. Alors, moins vous avez des constructions, moins vous avez de permis de construire et moins vous avez de taxes. On a prévu 35 000 euros. Il y a des années où ça a fait beaucoup plus. L'excédent de fonctionnement capitalisé dont je vous ai parlé avec l'affectation du résultat de fonctionnement, 128 191,61 euros. Donc, pour le chapitre,
515 570,95. Et puis, il y a toutes les subventions obtenues pour la réalisation d'opérations auprès de la CTM, de Cap Nord et de divers partenaires, et le FEDER également. Et donc, nous avons un total de recettes d'investissement prévisionnelles de 6 028 241,19. Et je rappelle, ce n'est pas parce que c'est inscrit là que vous avez ça en caisse. Vous devez d'abord faire les dépenses. Ça veut dire que si vous avez 6 028 241, vous devez peut-être dépenser déjà 8 millions de travaux pour les encaisser. Or, ce n'est pas comme ça qu'on verse l'argent à la ville. Donc, et si vous n'avez pas de trésorerie du tout, vous ne pouvez pas lancer. D'où la stratégie de dépenses qu'il faut avoir et l'opportunité des dépenses. Il ne faut pas dire, c'est inscrit au budget, on le fait. Il ne faut pas dire ça. L'argent n'est pas là. L'opportunité de la dépense, c'est monsieur le maire. Il va dire, bon, je regarde ma trésorerie. Est-ce que tu penses qu'on pourra faire ça? On discute. On dit, bon, ouais, mais arrête, mais comme ça, c'est pas une dépense qui est importante, nous allons essayer de faire. Et puis, ça veut dire qu'on sait qu'on va chercher à freiner en quelque part. Bon, j'ai cette priorité-là, c'est vrai que j'aurais préféré faire ça, mais j'ai cette priorité-là. Si je n'ai pas fait ça, j'ai un gros problème. Il faut même faire ça d'abord, je vais faire ça après. L'opportunité de la dépense et la stratégie de dépense. C'est monsieur le maire. Le résultat de l'exercice qu'on a repris au budget, je vous donne le détail. En 2025, en recettes, la ville a encaissé 40 962 722,19 euros. En dépenses, elle a réalisé 40 940 748,58. Vous voyez la différence? 21 973,61 euros. Quelle banque va vous faire confiance avec ça? Et heureusement qu'on avait prévu de côté 2 832 802,78. Quand vous ajoutez les 21 000 aux 2 802, vous avez le résultat de clôture qui fait 2 854 776,39. C'est ce résultat-là que vous affectez une partie en fonctionnement et une autre en investissement. On a pris 128 000, je vous ai donné le montant, 128 991 pour mettre en investissement. Le reste, on garde en fonctionnement parce que c'est là qu'on peut du faire. Avec les charges de personnel, on est obligé de mettre cette épargne de précaution. Je vous rappelle que cette somme-là en recette de fonctionnement ne donne pas lieu à décaissement ou encaissement, puisqu'on le reprend au fur et à mesure au budget. En investissement de l'an dernier, en recette, on a fait 3 268 306,12. Et en dépenses, 3 833 807,12. On était en déficit d'investissement, moins 565 501. Alors là, par contre, en investissement, il ne faut pas que ça effraie. Il y a des années où on est en excédent parce qu'on a réussi à faire rentrer les recettes que les partenaires nous doivent. Par exemple, si cette année, on avait réussi à faire rentrer 710 000 euros, on aurait eu un excédent. On n'a pas réussi. J'ai déjà expliqué à M. le maire la problématique et il va essayer de voir ce qu'il peut faire. En report, on avait mis 2 901 089,19, ce qui fait qu'on a le solde cumulé de 1 525 581,19 qu'on a repris en recettes d'investissement. Et puis vous avez les restes à réaliser dont l'État est à la page 17 qui donne tout ce qu'on n'avait pas encore payé aux entreprises. Entre-temps, depuis le début de l'année, on en a payé quelques-unes, qui donne le montant des dépenses en reste à réaliser et le montant des recettes qui restent à recouvrer. Donc, on a 1,7 million de recettes
750 000, 1 750 000, 750 000,85 en recettes en reste à réaliser et en dépenses 1 407 193,09, d'où un solde de 343 557,73. Ces montants-là sont repris en dépenses et en recettes du budget. Tout ce que vous avez vu à la page 17, 18, 19. Si vous allez voir le détail, je sais que c'est fastidieux, mais je préfère vous expliquer le fonctionnement. Quand vous prenez la page 20, le détail des dépenses et des recettes sont prévus tant en investissement qu'en fonctionnement. Donc voilà. Donc, en résumé, l'affectation du résultat, je rappelle, c'est en fonction 2 854 776,39 avec 2 726 584,78 en fonctionnement et 128 191,61 en investissement. Je le rappelle parce que vous devez voter l'affectation du résultat. Et puis, en résumé, le budget de l'exercice 2026 s'élève à 55 440 976,22 euros répartis comme suit. En fonctionnement, 44 852 420,99 et en investissement, 10 588 555,23. Il est en baisse de 0,14% en fonctionnement et en baisse de 24,56% en investissement par rapport au budget de 2025. Puisque la ville est dans une situation contrainte, elle essaie de limiter ses dépenses. Donc, voilà résumé le pavé de documents que vous avez devant vous et qu'il vous faut voter. Alors, pour le vote, je vais vous inviter à aller à la page... Alors, il y a la maquette budgétaire. Tous les chapitres sont regroupés dans ce qui s'appelle la maquette budgétaire. Quand vous avez fini tout le préambule, etc., toutes les explications, le détail, vous allez voir une page qui recommence comme la page de garde, comme ça, au milieu, et c'est là que commence la maquette budgétaire. Et à la page, alors bien entendu, à la page 4, il y a les ratios. Ce sont des ratios obligatoires. C'est-à-dire qu'on met dépenses réelles de fonctionnement sur la population, quel pourcentage ça donne, recettes réelles de fonctionnement sur population, dépenses d'équipement brut sur population, en cours de la dette sur population, DGF sur population, etc. Vous avez 10 ratios obligatoires qui sont calculés. Et à la page 5, pour vous éviter une lecture, comme j'ai fait là, de chapitre qui commence en principe à la page 25, et ces résumés, ils ont prévu que le Conseil puisse se voter en fonction de ce qui sera dit à la page 5. Monsieur le maire. À la page 5 de la maquette. Si vous voyez, c'est là où c'est écrit « Information générale, modalité de vote du budget ». Fini. Voilà. Non, il est allé trop loin. Il est allé trop loin. Voilà, cherche la page 5. Vous avez vu? Modalité de vote du budget. Alors, ça commence par un premier article qui dit l'Assemblée délibérante décide de voter le présent budget. Au niveau du chapitre pour la section d'investissement, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, sans vote formel sur les chapitres opérations d'équipement, sans vote formel sur chacun des chapitres. La liste des articles spécialisés sous lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des revirements d'articles et articles est la suivante. Alors, je vous donne une explication sur les modalités de vote. En général,
les budgets sont votés par nature et par chapitre. Vous savez, à l'intérieur de chaque chapitre, je vous l'ai dit tout à l'heure là, il y a plusieurs articles. Mais c'est un terme comptable. 73, c'est des recettes. 6, quand ça commence par 6, c'est des dépenses, etc. Puisque vous avez plusieurs articles dans un chapitre. Moi, je vous ai lu par chapitre, les montants par chapitre, et pour vous montrer que le budget est équilibré. Par nature, ça signifie qu'on ne fait pas de distinction en fonction de la personne qui utilise, qui fait la dépense ou qui encaisse sa recette. Ça, c'est par rapport à ce qu'on appelle une distinction par fonction. Exemple, vous avez une école, ou bien les écoles font des dépenses, eau, électricité, etc. Si vous faites un vote par fonction, ça veut dire que vous spécialisez les dépenses par chaque type d'organisme qui fait la dépense. École, bibliothèque, crèche, etc. Répartition par fonction. Par nature, on ne prend pas en compte la personne qui fait la dépense ou la recette, on prend en compte la nature de la dépense. Carburant, eau, électricité, tel chapitre à charge à caractère général, pour tout le monde. Sauf que la loi oblige, et c'est pour ça que vous avez le pavé, à prévoir une répartition par fonction à la fin du budget. Dans les annexes. Donc, vous votez par nature et par chapitre, et vous avez une ventilation par fonction derrière le budget. Vous savez, c'est la loi, ils ont prévu ça. Et c'est inversement, si les gens qui font le choix de voter par fonction, ils doivent prévoir une ventilation par nature. Par nature, d'accord. Monsieur le Premier adjoint dit qu'on respecte ce qui est coutumier, on vote par nature et par chapitre. Donc, je vous invite à prendre le deuxième. En l'absence de mention au paragraphe 1 ci-dessous, le budget report est voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement, sans vote formel pour les chapitres opérations d'équipement. On ne spécialise pas, on vote par chapitre le budget. Donc, pour ne pas vous lister chaque chapitre, on considère que le budget est voté par chapitre. Monsieur le maire, passe au vote. Oui, bon, ouais, on passe au vote. Qui vote pour? À l'unanimité. À l'unanimité, merci. Conformément à l'article L 1612-28 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans les limites suivantes. En fonctionnement, 7,5% et en investissement, 0%. Alors, que je vous explique ça. Avant, on était autorisé, quand on avait voté par chapitre, à faire des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre. Exemple, chapitre charge à caractère général. Je vous ai dit qu'il y a eau, électricité, information, réparation de matériel, etc. Chacun est imputé à un article. Vous prévoyez, je ne sais pas, 100 000 pour l'électricité, 50 000 pour le carburant, et je ne sais combien pour une autre somme, 45 000 pour la formation. Et puis, quand vous exécutez, vous réalisez que, ah non, l'eau, finalement, c'est pas 50 000, ça fait 55 000. L'électricité, ça fait peut-être 70 000, etc. Vous voyez, ça bouge. Parce que le budget, c'est un document prévisionnel. Dans l'exécution, ça varie. Et donc, vous êtes autorisé, sans revenir devant le conseil municipal, à payer, parce que toutes ces dépenses-là sont dans le même chapitre. C'est le montant du chapitre qu'il ne faut pas dépasser.
D'où la comptabilité d'engagement que nous mettons en place de manière à veiller qu'on ne dépasse pas les dépenses des chapitres. Mais avec la réforme, le passage à la M57, la loi autorise des virements de chapitre à chapitre, dans la limite en fonctionnement de 7,5% et sans prendre dans ce qui est prévu pour les charges de personnel qui sont préservées. C'est-à-dire, si vous prenez le chapitre charge à caractère général et puis vous voyez, par exemple, un autre chapitre pour les dépenses dont je vous ai parlé tout à l'heure là, de subventions, etc. Il vous manque de l'argent en charge à caractère général par rapport à des contraintes. Bon, on a eu trop de sargasses, on a beaucoup plus de dépenses que prévu. Par contre, on pourra aller voir si on peut piocher dans le chapitre où c'est imputé les subventions. Il nous manque, je ne sais pas, 30 000 euros. On pourra prendre dans ce chapitre-là pour mettre dans l'autre. C'est la réforme de la M57 qui permet ça. Par contre, on ne doit pas prendre dans le chapitre des charges de personnel pour aller combler dans un autre chapitre. Donc, c'est ce que vous autorisez, Monsieur le maire, à faire, les ajustements de chapitre à chapitre, sans toucher à la modification de ce qui est prévu pour les charges de personnel. Et là, c'est prévu à hauteur de 7,5% du chapitre, à ne pas dépasser. De toute façon, il y a la petite explication. Vous voyez le 3 au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. OK. On passe au vote. Qui vote pour? Merci. Alors, le quatrième, on ne va pas le prendre. En l'absence de mention paragraphe 3 ci-dessous, mais on vient de le voter. Les provisions sont semi-budgétaires. On a vu tout à l'heure là qu'on les a provisionnées et ils sont des opérations d'ordre prévues en dépenses d'un côté et qu'on récupère en recettes de l'autre. Donc, je vous ai proposé de garder ce type de vote, d'imputation des provisions. On passe au vote. Qui vote pour? À l'unanimité. Merci. Et puis la comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé de l'exercice précédent, on en a parlé. Je vous ai expliqué comment on a repris le résultat de l'exercice précédent pour avoir le résultat de clôture. Qui vote pour? Merci. Enfin, le présent budget a été voté avec reprise anticipée du résultat de l'année écoulée. On en a parlé aussi. Donc, qui vote pour? Merci. Le budget est voté. Le budget est voté. Merci. On précise bien dans le détail du vote du budget parce que le budget a été voté, on en a discuté, tout a été pris en compte. Mais dans les délibérations qu'on va faire, il faudra qu'on précise le vote des taux. Je vous ai lu les taux. On va préciser ça. Il y a une délibération qui précise le vote des taux. Le vote des subventions aux associations, aux organismes. Alors, c'est à la page... on avait mis un détail. C'est l'article 65. En fait, c'est 820 000 euros qu'on a prévu. Et puis, il y a certains organismes qui bénéficient. On avait fait le détail. Et puis, il y a le Walika qu'on répartit entre les associations. 65... alors, c'est la page 33. 65-74. 820 000 euros. Voilà. Donc, il faut qu'on précise ça.
L'affectation du résultat, j'ai insisté là-dessus pour que vous puissiez dire les 128 191 en investissement et les 2 millions 7 en fonctionnement. Et puis vous avez voté le budget. Voilà. C'est des petites précisions techniques qu'on doit donner à l'État. Oui. Concernant le risque de perte d'une subvention, parce que j'ai vu à la page 3, vous n'avez pas trop développé le risque de perte de subvention et notamment celle de la médiathèque, je vois que c'est le tout premier point. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer si cette subvention existe, pourquoi nous risquons de la perdre, qu'on ait quand même des explications si possible. Oui, oui. Éteins le micro, s'il te plaît. Alors, quand on vous accorde une subvention, il y a une durée pour réaliser l'opération. En général, c'est 2 ans. Et si vous n'avez pas réalisé l'opération dans les 2 ans, vous demandez une prorogation de validité de la subvention pour qu'on ne l'annule pas. Donc, le risque de perte de la subvention, c'est ça. C'est ne pas pouvoir faire l'opération dans les délais ou récupérer la subvention quand vous avez déjà fait l'opération. Vous avez une opération que vous savez que vous allez pouvoir la faire et que vous risquez de la finir avant la date d'échéance des 2 ans, vous la réalisez si vous avez la trésorerie. Si vous n'avez pas la trésorerie, vous savez que vous ne pouvez pas la faire, vous demandez une demande de prorogation. Mais là, comme les choses deviennent difficiles pour l'État, ils vont vous dire, est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire, c'est un an qu'on va vous donner, est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir faire l'an prochain? Si vous ne pouvez pas, on va annuler, vous allez représenter le dossier après. Donc en général, c'est ça le risque de perte de subvention. Oui, concrètement, parce que nous savons que les travaux de cette médiathèque, par exemple, sont arrêtés depuis pas mal de mois. Non, donc... Pendant la médiathèque a été divisée en 2 phases. Il y a une première phase. Alors, on avait fait la subvention pour l'ensemble de l'opération. Mais compte tenu des difficultés à réaliser cette opération, qui ne sont pas du fait de la ville directement, du fait de conflits avec une entreprise dont je tairai le nom ici, qui nous a bloqués pendant 8 mois. Donc vous avez vos 2 ans de subvention qui courent, mais vous avez une entreprise qui vous bloque. Vous avez eu le Covid. Vous avez eu des travaux supplémentaires. C'est-à-dire que les études préalables ont été faites et au moment où vous démarrez, on vous dit, oh là, ils sont pas descendus, ils ont mal fait le sondage. Ici, là, le sol est bon, mais là, il n'est pas bon. Donc, des études complémentaires pour savoir comment on fait on assille le bâtiment, la semelle. Ce qui veut dire que vous étiez là, c'était prévu des travaux sur une simple semelle. Là, on vous dit il faut faire des pieux. Mais tout ça, c'est des temps d'analyse avec les bureaux d'études, etc. Plus le conflit avec une entreprise qui ne venait pas en réunion, une grosse entreprise, hein, mais ils sont coutumiers d'y faire, on ne savait pas, et ils ont déjà fait ça partout. Donc, mais enfin, il ne s'agit pas que de la médiathèque, puisque je vois qu'il y a aussi rénovation du local de Duchesne, aménagement CEPAC de... Non, mais je vais vous expliquer tout à l'heure là que vous lancez les opérations en fonction de votre trésorerie. Si vous pouvez,
Quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas lancer. Concrètement, ces subventions sont-elles perdues? Non, ou, pour Duchesne, c'est pas perdu. C'est la CAF. D'accord. C'est la CAF. Et justement, si on ne réalise pas, on va perdre. Mais c'est pas beaucoup, c'est 31 000 euros de mémoire de subvention. C'est pour faire la toiture du local associatif de Duchesne. Et donc, pour revenir sur la médiathèque, l'opération, compte tenu des retards pris, a été phasée en deux phases. Phase 1, pour tout ce qui avait été payé et réalisé, la première partie du bâtiment que vous avez, tout ça a été payé. Et des subventions ont été versées. Et pour faire la deuxième phase, on fait une deuxième demande de subvention. Donc, le projet a été validé au conseil municipal. Une demande de subvention a été faite auprès des partenaires, notamment de la DAC. Et la DAC a la particularité, quand ils suivent, de verser leur quote-part. Donc, sans attendre, contrairement aux autres, que vous dépensiez. Donc, la DAC a phasé ces versements et ils nous ont déjà versé une quote-part. C'est pour ça qu'il est important pour nous de tout faire pour essayer de démarrer cette opération. Mais, autre problème, entre-temps, crise économique et, et les entreprises qui ne sont pas rassurées dans le contexte de difficulté des collectivités, ça se comprend. Donc, elles ont du mal à dire oh, oui, je pourrais faire, parce que les entreprises sont, comme les collectivités, ont des problèmes de trésorerie. Quand une entreprise fait une opération, elle doit avancer des sous. Et si elle est déjà en difficulté, elle a du mal. Donc, elle veut s'assurer que la personne avec qui elle va travailler pourra lui la payer tout de suite. Voilà. Et c'est pour ça que la DAC a versé sa quote-part. La stratégie, c'était utiliser cet argent pour payer une partie des entreprises et faire une opération tiroir, etc. Mais le contexte a fait que la ville n'a pas pu parce que, encore une fois, les difficultés financières de trésorerie, je vous ai parlé de 710 000 euros qu'on n'a pas pu nous verser. Voilà. Oui, et puis, oui, pour ajouter, c'est vrai, bon, quand même, il faut dire le chiffre aussi, 826 000 euros, bon, c'est vrai, on a fait autre chose avec, peut-être les salaires, je ne sais pas, mais oui. Il y a celui de la police aussi, pareil, ce sont des subventions qui sont arrivées, on a perdu, on a encaissé, mais j'espère qu'on pourra redémarrer sur le truc de la police, parce que c'est une subvention qu'on a, effectivement, qu'on a reçue, qu'on a perçue, mais qu'on a fait autre chose avec. C'est une précision. Bon, mais on continue. Ouais, on continue. On va où là? À l'approbation, c'est ça? Ils vont là, oui. Oui, oui. Là, oui, oui. Ouais, ouais. On va. Oui, à l'approbation, oui, de convention, de versement de subvention, oui, de la FFT pour le tennis club du Robert à la ville. Alors, je demande à M. Yvon Fibleuil de sortir de la salle, s'il vous plaît, parce que au moment du vote, excuse-moi. Au moment du vote, c'est toi qui donnes l'explication, effectivement. Tu vas prendre l'explication. Par contre, j'espère que vous allez verser à les comptes villes, là, au Québec. Non, nous avons fait une demande auprès de la Fédération française de tennis pour la rénovation des cours de tennis de Cité-de-la-Croix et aussi la construction de deux terrains de paddle. Comme disait tout à l'heure Marie-Noël, nous avons aussi une subvention qui nous avait été accordée par la CTM qui était de 74 000 euros et dont la prorogation, Monsieur Luscap ne m'écoute pas, dont la prorogation est déjà passée, concernant la subvention de la CTM aussi, pour la construction des terrains de tennis.
J'aimerais savoir où ça en est, si on a une idée de cette subvention, où ça en est. La CTM. J'ai pas envie de dire des choses sur la CTM, mais entre nous, vous savez très bien que la CTM est en très 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 grande difficulté. Et par contre, c'est la subvention Dragès qui a été transformée en subvention État, qui est en cours, et 168 000 euros. Et puis la subvention donnée au tennis club, 100 000 euros, qui vont, avec la ville, financer cette opération-là. Ok, donc si je comprends bien, on a perdu quand même 74 000 euros. C'est pas grave. Bon, il nous reste quand même 270 000 euros afin de réaliser ce projet. Et donc, afin de réaliser ce projet, la fédération ne verse pas les subventions aux mairies. Donc, cette somme sera versée pour le club et le club devra, après avoir vu que les travaux ont commencé, reversera cette somme à la ville. Je dis bien après que les travaux soient terminés. Aussi. Monsieur Philippe, tu sors parce que comme tu es... Oui, effectivement, oui, monsieur Fibleuil. Oui, Juste une confirmation. Aujourd'hui, cet après-midi, nous avons eu la visite du président de la fédération sur les sites, c'est-à-dire à Cité-Lacroix et à Froid-Chaud, afin de voir l'avancée des travaux. Bon, les travaux n'ont pas commencé, ils n'ont rien vu. Bon, néanmoins, ils espèrent que ces travaux vont commencer avant la fin de l'année de 2026, afin que nous puissions vraiment justifier de la somme qui nous a été allouée. Donc, toutefois, les choses sont en bonne voie et on espère vraiment que l'année 2026 sera la bonne année pour nous. Alors, une précision, monsieur le maire a signé l'avis d'appel d'offres pour le choix des entreprises. Donc, ça va apparaître. C'est déjà, je crois, sur le site marché sécurisé. Et pour France Antilles, monsieur le maire a dû signer hier ou aujourd'hui. Non, tu ne vas pas. Ouais, tu sors, s'il vous plaît. Merci. Nous passons au vote. Qui vote pour? À l'unanimité. Merci. Pour ça. Ouais. Fixation du nombre d'autorisations de stationnement ADS des taxis. Autorisation de stationnement. Madame Rigide Marceline, s'il vous plaît. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus. Alors, la question qui vous est soumise aujourd'hui est celle de la régulation des autorisations de stationnement des taxis sur notre commune. Donc, pour exercer en tant que chauffeur de taxi, effectivement, il y a une autorisation de stationnement qui doit être délivrée par monsieur le maire. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous n'avons pas de cadre formalisé concernant le quota, donc le nombre maximum d'ADS qui doivent être en circulation sur le territoire. Donc, en termes d'état des lieux, nous avons 13 autorisations en circulation. Donc, nous avons délivré 13 autorisations. Nous avons une liste d'attente de 11 demandes. Donc, aujourd'hui, il vous est demandé de fixer ce nombre maximum d'ADS à mettre en circulation sur le territoire du Robert, en sachant qu'il convient de tenir compte du nombre actuel, de la densité de la population et également des besoins du territoire, notamment s'agissant des déplacements, des offres de transport, le déplacement des personnes âgées, les déplacements également pour des raisons sanitaires. Donc, ce diagnostic local devra être peaufiné forcément, puisque nous savons que le Robert évolue en termes d'offres de transport. Et donc, pour ce faire, il convient d'avoir un ratio. Donc, on vous a proposé un mode de calcul
qui concerne cette délivrance de ce nombre d'ADS maximal, donc un ratio de une ADS pour 1500 habitants, en sachant que nous sommes partis sur un effectif de 21 651 habitants, et donc nous devrions avoir 14 ADS pour l'année, en tout cas pour le territoire, pardon. Donc actuellement nous avons 13, ça voudrait dire que nous pouvons encore délivrer une autorisation. Et pour ce faire, nous devons tenir compte de l'ordre chronologique sur la liste d'attente. Donc, c'est la première personne qui est sur liste d'attente qui peut bénéficier de l'ADS disponible. S'il y a des précisions à apporter, j'écoute les questions, puisqu'on a fait un rapport de présentation à ce sujet. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui vote pour? À l'unanimité. Merci. On passe. Oui. Dérogation au principe du repos dominical des commerces de détail et fixation d'un nombre de dimanches travaillés au titre de l'année 2027. Alors oui, il s'agit effectivement des ouvertures dominicales. Donc le Code du travail pose le principe du repos dominical, notamment pour les commerces de détail. Donc depuis 2015, la loi Macron permet une dérogation aux ouvertures du dimanche des commerces de détail. Et il est demandé effectivement de fixer le nombre de dimanches du maire, ça s'appelle comme ça, où on peut déroger à ces occupations. Je suis restée sur les taxis, à ces dimanches ouverts. Donc, il s'agit des commerces de type grande surface, les bijouteries, les maroquineries, l'informatique. Donc, sur le Robert, on vous a laissé une liste sur la note de présentation. Il s'agit des centres commerciaux que nous avons, Océanis, Créolis, Finadial, le centre commercial qui se trouve, le complexe de Mansarde. Et donc, ces commerces peuvent bénéficier d'ouverture le dimanche, alors que ce sont des jours qui sont censés être récupérés par les salariés. Donc, bien entendu, pour ces 12 dimanches maximum, on a dû faire une concertation avec les organisations de salariés et représentants des salariés et des employeurs. Donc, nous avons eu qu'une réponse. Une réponse avec un avis défavorable d'une organisation syndicale, mais il s'agit d'un avis facultatif, consultatif en fait, et ça ne, le maire n'est pas tenu par cet avis. Donc c'est une obligation de concerter les organisations, mais nous ne sommes pas tenus par l'avis. Donc voilà, alors pour soutenir l'activité économique, nous avons proposé une liste de 12 dimanches qui tiennent compte des fêtes locales, des jours fériés, des offres commerciales, notamment en période de fête des mères, de fête d'année, la rentrée scolaire, la fête de la Saint-Valentin, où effectivement ces commerces peuvent ouvrir jusqu'au soir, contrairement aux dimanches normaux où ils sont ouverts jusqu'à la mi-journée. Voilà, donc je ne vais pas vous lire la liste des 12, ça figure également sur le rapport, et donc il vous est demandé d'accepter ou pas le nombre de dimanches, donc les 12 proposés. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'on... Oui, c'est le 14 février, c'est pas le 13 février. Enfin, non, c'est pas ça. C'est pas un dimanche. Le 14 un dimanche. 2027. Ah, 2027. Ok. Nous proposons les jours pour l'année d'après, l'année 2027. Bon, c'est pas grave. Ok. Bon, ben. Il y a une question. Oui, Giovanni. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, j'attire votre attention sur un point. Au-delà de ces 12 dimanches du maire, il y a des commerces essentiels qui demandent à aller au-delà. Et pour ça, il faut une dérogation préfectorale. D'ailleurs, la ville de mémoire, la ville de Chelcher, a utilisé cette dérogation, a sollicité cette dérogation auprès du préfet pour que ces commerces dits essentiels ouvrent les dimanches à partir de 13h en dehors
des dimanches du maire. Donc il y a 2 commerces qui le sollicitent sur le territoire du Robert. Il faut savoir que c'est une perte sèche pour ces commerces de l'ordre de 400 000 €. Par exemple, Mac de Merci a eu un contrôle de la dette parce qu'il ouvrait tous les dimanches après-midi. Il a dû fermer parce que pour ouvrir, il faut que ce soit le gérant qui travaille lui tout seul. Et ce n'est pas possible dans un commerce de détail. Donc il serait souhaitable que la ville soutienne cette démarche pour que ces commerces dits essentiels puissent ouvrir tous les dimanches après-midi. OK. Eh bien, merci, Giovanni. Merci, étonnant aussi. Oui. On va s'approcher sûrement de cette structure. Monsieur le maire, j'ai une question. Moi, Oui. j'ai un complément. Alors, bien évidemment, monsieur William, merci pour cette intervention. Moi, en tant que qualité de conseiller délégué au développement économique, en tout cas, nous n'avons pas été saisis sur en tout cas au niveau de la ville sur le sujet. Mais en tout cas, si les personnes, ils ont été saisis? Ah d'accord, ok. Comme on n'a pas effectivement le livre historique, parce que j'ai fait le point effectivement avec l'agent en charge du développement économique de la ville, et dans ces points, ils n'ont pas été énumérés. Mais en tous les cas, bien évidemment, si nous sommes saisis au niveau de la ville, officiellement, nous pourrons effectivement instruire et naturellement accompagner ces chefs d'entreprise dans leur mission de développement et d'attractivité du territoire. Et monsieur le maire, bien évidemment, notamment sur le vote qui nous est appelé à voter, il est toujours très intéressant, effectivement, pour l'attractivité de notre territoire, mais également le développement de ces entreprises, de ces entreprises sur notre territoire. Il est toujours important qu'on puisse accorder des jours dérogatoires. Alors, bien évidemment, ça impacte les salariés, parce que bien évidemment, on a eu un avis défavorable sur le sujet, qui était effectivement l'organisation syndicale. C'est jamais évident de pouvoir travailler le dimanche pour ces personnes, pour ces salariés, mais il est quand même important de pouvoir souligner que ça permet de soutenir l'activité et pérenniser et participer à la dynamique de la ville. Et puis là, bien évidemment, la ville, en termes de communication, peut aussi accompagner les entreprises lorsqu'ils font ces ouvertures-là, à travers effectivement les applications que la ville a à disposition. Je pense effectivement sur la partie fête des mères, Saint-Valentin, de manière à ce que l'ensemble des commerces puissent être visibles et valorisés dans le cadre de ces ouvertures. Voilà. Oui, merci. Bien sûr que je pense que les syndicats ont négocié que ça, j'espère que c'est pas une obligation pour les salariés de venir travailler. Ça, il faut quand même qu'on insiste dessus. Moi aussi, je suis impacté par ça. Alors, je vais vous dire, non, il faut pas que vraiment que ce soit une obligation pour les salariés. C'est vraiment, si la personne veut venir, effectivement, j'espère qu'ils sont payés double. Et même triple, s'il le faut. Oui, c'est la base volontariat, exact. Bon, oui, monsieur François. Oui, monsieur le maire. Oui, alors, concernant cette question, c'est une question qui est récurrente, je vais dire, puisqu'elle ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons, comme l'a dit monsieur William, déjà eu cette interpellation d'un certain nombre de commerces, notamment sur le territoire. Pas nombreux, bien sûr. Deux commerces sur le territoire, notamment, qui reviennent de façon récurrente et qui ont justement ce ressenti d'une inégalité au regard d'un certain nombre de commerces de taille beaucoup plus importante. Et donc, ils auraient également souhaité, puisqu'ils avaient déjà fait la demande, après, bon, peut-être faudrait-il la refaire ou compte tenu du fait qu'il y a une qui a déjà été déposée au niveau de la ville. Donc, ce sont des situations récurrentes et qui permettent, on parle d'attractivité, et souvent, nos villes sont souvent en sommeil le dimanche
soir, notamment le dimanche après-midi, notamment, on n'a pas cette culture de l'attractivité, justement, sur l'ensemble d'une semaine, l'ensemble dimanche compris. Et donc, souvent, c'est un plus, hein, je vais dire, souvent, pour les personnes qui viennent, justement, sur le territoire de la ville, notamment le dimanche. Je dirais après être passé par la mer, notamment. Et ces demandes, elles nous interpellent. Donc je pense que s'il y a une solution, une solution à cela, je pense qu'elle sera la bienvenue. En tout cas, merci. Ouais, merci. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Qui vote pour? À l'unanimité. Merci. Le dernier point, il n'y a pas de vote, c'est une information. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, ouais. Juste pour répondre à la question de M. Destin, la dernière fois. Oui, alors, juste pour répondre à la question de M. Destin de la dernière fois, en fait, la problématique, pourquoi il y avait eu deux décisions. La première décision, il y avait une erreur, c'était la jouissance d'un terrain funéraire de 3 fois 2 mètres sous le numéro 38 carré A. Et la deuxième décision à corriger cela, la jouissance, c'est la jouissance d'un terrain de 4,25 mètres carrés sous le numéro 38 carré A. C'était une question de surface. Oui, ça, j'ai l'explication après, mais juste comme ça, par curiosité, pourquoi la superficie d'une tombe au Verpré est plus grande qu'au Robert? Ouais, non, parce que les gens se représentent peut-être plus grands. Oui. Bon ben. Oui, le dernier point, c'est une information. Oui, le dernier point, c'est une information. Hein. Oui, bon, c'est juste, bon, ben, le parler, c'est un dernier point. Je vous prie de bien trouver 6 juin le procès verbal de la réunion du 20 avril 2026, ainsi que le rapport, la présentation de ces différentes questions. C'est ça, ils m'ont donné là, je sais pas. Non, c'est relevé de décision. Ah voilà, mais je crois que j'ai déjà fait ça. Hein. Excusez-moi. Relevé de décision du maire, prise en application de la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2026. Ah ben, sur ce, merci. Ça se termine. Non, mais non. On a fini. Bon, merci, mesdames, messieurs. Ça s'est très bien passé. Et puis aussi, bonsoir chez vous. Merci.